Bonjour citoyennes et citoyens, bonjour camarades. Je voudrais aujourd'hui vous parler essentiellement au nom du pôle de Renaissance communiste de ce qui se passe en Palestine, en faisant le lien avec la situation mondiale, en faisant le lien avec un certain nombre de considérations géopolitiques. Alors ça peut paraître un peu abstrait, et quand on voit ce que subissent les Palestiniens actuellement, on se dit qu'effectivement la première des choses, c'est d'abord la mobilisation la plus large possible pour que cesse le génocide en cours. Avec hier encore, au moment même où je vous parle, une école qui a été bombardée, avec 90 morts au moins, et avec déjà, d'après ce que dit le Lancet, qui est la plus grande revue médicale mondiale, quelque chose comme 200 000 morts. Donc le Lancet annonce beaucoup plus de morts à Gaza, avec les morts différés en quelque sorte de la guerre, que ce que les services du gouvernement de Gaza, c'est-à-dire ceux du Hamas, ont jamais annoncé, c'est dire. C'est la première des choses, donc participons à toutes les mobilisations comme j'essaie de le faire moi-même dans ma propre ville, à Lens. Mais cela étant, eh bien, ça ne suffit pas de dire cela, parce que, je le dis en pesant mes mots, nous sommes menacés d'un Gaza mondial. Et il ne s'agit donc pas seulement de défendre Gaza par philanthropie, ou par solidarité internationale, ou par solidarité anti-impérialiste classique, si vous voulez, même si c'est évidemment toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité. Il s'agit de nous défendre tous avec Gaza. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire que, si vous voulez, il faut sortir d'une représentation un peu schématique. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux militants de la solidarité avec la Palestine, qui consiste à dire oui, c'est pas normal, la France est solidaire de l'Ukraine, très bien, mais elle n'est pas solidaire des Palestiniens, très mal. Et donc ici de renvoyer en quelque sorte, de faire la balance entre les deux conflits, en demandant qu'on équilibre les sacrifices pour l'un et pour l'autre. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche, il faut regarder les choses de près. Ceux que nous renforçons en Ukraine, et qui d'ailleurs sont des soutiens du gouvernement Netanyahou, Zelensky est un soutien de Netanyahou, et vice-versa, eh bien ces gens-là sont les mêmes que ceux qui martyrisent actuellement Gaza. C'est l'ordre hégémonique euro-atlantique dont Netanyahou est un pseudopode, à la manœuvre à l'échelle mondiale pour faire prévaloir ce que les spécialistes de la géopolitique appellent l'hégémonisme, et ce qu'ils appellent aussi l'unilatéralisme. L'unilatéralisme, c'est le fait, vous l'avez remarqué, que depuis la fin de l'URSS, eh bien, les États-Unis, et ils l'ont théorisé avec Bush, font ce qu'ils veulent, s'assoient sur toutes les décisions de l'ONU, par exemple, martyrisent le peuple cubain, décident qu'au Venezuela, c'est pas Maduro qui a gagné les élections, c'est leur poulain, décident que Taïwan n'appartient pas à la Chine, décident que c'est à leur condition que doit se faire effectivement le règlement des conflits dans la péninsule coréenne, et ainsi de suite. Ça s'appelle l'unilatéralisme, c'est la négation même du droit international, c'est la négation même de l'existence de l'ONU. Et ils le font à propos de Cuba, je viens de le dire à l'instant. Je vous appelle, vous militants de la solidarité avec la Palestine, à être solidaires aussi de Cuba socialiste, qui, elle, est solidaire de la Palestine sans aucun problème depuis toujours, mais donc à bien comprendre qu'ils le font en toutes circonstances. Là, par exemple, pour ce qui est du martyre de la Palestine, eh bien, l'Assemblée générale de l'ONU a beau voter des condamnations sans cesse contre ce génocide, eh bien, Netanyahou s'assoit dessus et les États-Unis continuent d'envoyer des armes. Et Macron continue de dire « mon ami Bibi ». Et de la même façon, l'Assemblée générale des Nations unies ne cesse de voter des motions condamnant le blocus imposé à Cuba, et les États-Unis continuent de renforcer ce blocus en tentant d'affamer le peuple cubain qui résiste héroïquement à sa façon à cette emprise et à cette tenaille américaine. C'est ça l'enjeu qu'il y a au niveau mondial, c'est sortir de cet unilatéralisme, de cet hégémonisme dont les peuples ne veulent plus, en Amérique latine, mais aussi en Afrique. On l'a vu récemment avec les révoltes contre la France-Afrique néocoloniale, et pour que
ces peuples, qui sont des peuples francophones pour la plupart, effectivement, puissent vivre avec nous une relation pleinement digne dans la fraternité et dans l'égalité, il serait temps. Et aussi pour que dans le monde entier, effectivement, eh bien, il puisse y avoir ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire la possibilité pour tous les pays de peser d'un même poids dans l'arène internationale, de façon à pouvoir coopérer sur un pied d'égalité et non pas à être sans arrêt écrasé, écrabouillé par l'impérialisme américain qui, je vous le rappelle au passage, possède 80% des armes mondiales. Voilà, donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Regardez bien une carte. J'aurais dû peut-être m'en procurer une, je ne l'ai pas trouvée, là, je ne l'ai pas sous la main, de taille suffisante. Mais vous verriez que nous sommes devant ce que j'appelle un rift mondial. Un rift, c'est une grande faille, une large faille, comme celle qu'il y a par exemple en Afrique orientale. Ce rift est en train de faillir, de séparer, d'opposer deux parties du monde. D'une part, eh bien, le bloc euro-atlantique avec ses alliés, en particulier le Japon qui reprend la route du militarisme, avec la Corée du Sud qui n'est pas ce pays démocratique qu'on nous présente sans cesse. Il faut voir comment sont traités les syndicalistes de Samsung en ce moment, ou avec Netanyahou dont je parlais à l'instant et que je ne confonds pas bien évidemment avec l'ensemble des Israéliens et encore moins avec l'ensemble des Juifs existant dans le monde et encore moins avec l'ensemble des Juifs vivant en France, bien évidemment. Alors, il y a ce bloc d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien, il y a un ensemble très disparate d'ailleurs, deux pays qui de toute façon ont des grandes différences entre eux, mais ne veulent plus subir le joug américain, ne veulent plus subir le joug du dollar, le joug du FMI, le joug des traités supranationaux et néolibéraux, de la concurrence libre et non faussée qui donne toujours raison aux multinationales et qui permet d'exploiter de plus en plus les peuples. Ça, c'est une chose. Regardez bien la carte en question. Je peux figurer ceci, si vous voulez. D'un certain côté, vous avez, eh bien, par exemple, vous avez la Baltique, partons de la Baltique, où les États-Unis sont désormais disposés par l'intermédiaire de l'OTAN. Il y a l'OTAN là-bas, la Suède, la Finlande, les pays baltes qui sont effectivement un peu plus loin et qui appartenaient auparavant à l'Union soviétique et qui sont dirigés par des pouvoirs férocement anti-soviétiques, russophobes et nostalgiques ouvertement des forces SS, Waffen-SS qui ont combattu l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez ensuite évidemment l'Ukraine, vous avez le Proche-Orient, vous avez la mer Rouge, où là aussi c'est très chaud entre les Américains et les Houthis, vous avez l'Iran, le Golfe Persique, que Israël frappe à tout instant, Israël frappe où ça lui plaît, en Syrie, au Liban, en Iran, tant pis si ça provoque une guerre régionale puis une guerre mondiale, les États-Unis n'ont qu'à suivre derrière, en quelque sorte, et ils le font, qui plus est, à moins que ce soit l'inverse, que ce soit les Américains qui animent le bras des Israéliens et qui fassent semblant de ne pas de les gronder gentiment de temps en temps. Et puis vous avez ensuite Taïwan, le détroit de Taïwan. Que font les États-Unis dans le détroit de Taïwan alors que quand Mao et Nixon, si je me souviens bien, ont couvert les relations diplomatiques à la fin des années 70, la base de cette réouverture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, ça avait été précisé, c'était qu'il n'y avait qu'une seule Chine, et les États-Unis avaient alors effectivement cessé de considérer Formose, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Taïwan aujourd'hui, comme la deuxième Chine. Il n'y a qu'une Chine, et quand on remet en cause le fait qu'il n'y a qu'une Chine, on sait d'avance qu'on va vers un frottement majeur avec la Chine populaire, qui ne veut pas être divisée, qui ne veut pas qu'on l'ampute le jour venu du Tibet, le jour venu du territoire ouïghour, le jour venu de Hong Kong, le jour venu de Formose. Quel pays l'accepterait d'ailleurs, que cela vienne en plus en réalité du dehors. Bon, et puis vous continuez ce grand rift mondial, en quelque sorte, qui balaye la planète sur un axe quasiment est-ouest. Et donc il va de la Baltique, je le redis, à l'Ukraine, au Proche-Orient, au Golfe Persique, à Taïwan, à la péninsule coréenne, c'est très chaud aussi, et même aux Philippines, où il y a effectivement des accrochages réguliers entre la marine américaine. Que fait-elle donc là-bas, à des dizaines de milliers de kilomètres
de New York, hein, et que fait-elle là-bas face donc à la marine chinoise, hein, qui est quand même un peu plus proche de ses bases, je dirais tout de même. Hein. Voilà. Alors nous sommes devant cela, il faut bien se rendre compte. Et ce que Netanyahou est en train de faire, avec les provocations contre le Liban, contre l'Iran, contre la Syrie, hein, quoi qu'on pense effectivement des dirigeants de ces différents pays, ce n'est même pas le sujet, c'est simplement qu'Israël n'a pas le droit d'aller frapper n'importe quel territoire comme ça lui chante, de commettre donc des assassinats ciblés dans des pays étrangers. Mais enfin, où va-t-on? Imaginons qu'on nous fasse la même chose en sens inverse. Bon, eh bien, effectivement, c'est d'allumer une guerre régionale, et derrière, dans les conditions actuelles, avec le grand rift que je vous ai décrit et où on retrouve à chaque fois l'impérialisme américain à la manœuvre, eh bien, de déclencher une guerre mondiale. Voilà, tout simplement. Et une guerre mondiale avec les armes nucléaires, ça voudrait dire aujourd'hui un Gaza mondial. C'est un Gaza mondial qu'il faut empêcher actuellement. Quand je dis ça, c'est pas pour minimiser le moins du monde le Gaza tout court qui se déroule sous nos yeux. C'est pour montrer au contraire qu'il est nécessaire de faire stopper le Gaza encore local pour qu'il ne devienne pas comme un incendie monstrueux embrasant toute la planète. Voilà, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous, militants de la solidarité. Il faut renforcer bien sûr la solidarité avec les Gazaouis, il faut renforcer la solidarité avec toute la Palestine et exiger donc que Macron ou le futur gouvernement français, quel qu'il soit, reconnaissent l'État de Palestine de façon directe, immédiate. Il a assez tergiversé. Mais il faut aussi avoir conscience que ce combat est un combat géopolitique, mondial, que la cause palestinienne n'en est que plus universelle pour cette raison. Ce n'est pas un combat isolé, ce n'est pas un combat particulier. C'est un point chaud du front mondial entre l'impérialisme et les peuples. C'est cela qu'il faut bien saisir. Entre l'impérialisme, qui marche tout droit vers une troisième guerre mondiale pour sauver son hégémonie, et les peuples qui veulent tout simplement, un, vivre en paix, deux, vivre dans l'indépendance nationale, ça vaut aussi pour la France, et qui veulent aussi, troisièmement, coopérer entre eux, indépendamment de ces messieurs qui dirigent tout, qui dirigent la gestion, qui gèrent le dollar, qui gèrent les taux d'intérêt mondiaux, qui gèrent le commerce des armes mondiaux, etc., etc. Bref, c'est un combat de portée universelle. Je termine en disant qu'il est indispensable, dans cette perspective, de faire remonter très haut la revendication d'une reconstitution du mouvement communiste international pour que la classe ouvrière, le prolétariat, qui a fait beaucoup crève ces temps derniers en Inde, en Grande-Bretagne, au Bangladesh, au Québec, en France, quand même, contre les retraites, contre la réforme des retraites il y a quelque temps, et j'en oublie certainement, et que donc ce prolétariat puisse peser à l'échelle internationale, puisse peser sur la base du slogan de la troisième internationale qui disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », prolétaires de tous les pays et peuples opprimés du monde entier, unissez-vous. C'est plus urgent que jamais pour les enfants de Gaza, pour les enfants du monde entier, pour la paix mondiale. Merci de votre écoute.